Radio Orient présente Pluriel. Pluriel animé par Loïc Barrière. L'invité de Pluriel est François Asselineau, candidat de l'UPR à l'élection présidentielle. Bonsoir. Bonsoir. François Asselineau, on va parler tout à l'heure de votre programme. D'abord des questions d'actualité. Quelle est votre réaction après les derniers attentats de Daesh visant des Coptes en Égypte ? Écoutez, imaginez la réaction que je peux avoir. C'est comme tout le monde, on ne peut être que choqué, scandalisé par cette affaire. Voilà, l'église copte, elle est aussi vieille que l'Égypte. Vous connaissez très bien l'Égypte. Oui, je connais un petit peu l'Égypte. D'ailleurs, sauf erreur de ma part, le mot même de Égypte, c'est la même racine que copte, en fait. Donc, ça fait partie des toutes premières églises. L'Égypte, la première fois que j'y suis allé, j'étais étudiant, j'avais 18 ans, c'était en 1975. Je me rappelle d'un pays qui était quand même un pays heureux et un pays avec des communautés religieuses qui s'entendaient bien. Là, effectivement, on assiste à une stratégie de la tension qui est développée. Et là-dedans, je pense que les grands criminels de toutes ces opérations, c'est quand même d'abord ceux qui ont contribué à déstabiliser toute cette région du Moyen-Orient. Alors, lors de votre dernière participation à cette émission, vous m'aviez dit préférer Trump à Hillary Clinton. Qu'est-ce que vous avez pensé du bombardement qu'il a décidé la semaine dernière en Syrie contre le régime de Bachar el-Assad ? Écoutez, je ne regrette pas de vous avoir dit ça à l'époque, parce que Madame Clinton, c'était à mon avis pire que tout. Mais ce qui est en train d'apparaître, c'est qu'en fait, on ne sait pas très bien qui est ce monsieur Trump. En définitive, on a l'impression que c'est un individu un petit peu fantasque. C'est aussi peut-être quelqu'un qui est trop isolé, qui n'a pas réussi à imposer sa volonté au complexe militaro-industriel qui règne aux États-Unis, à ce que certains appellent l'État profond, etc., etc. Il y a sans doute des pressions qui sont intervenues. Et effectivement, il est en train d'apparaître, vous savez, comme le Tsipras américain, voilà, c'est-à-dire quelqu'un qui déçoit, qui a fait une campagne électorale où je rappelle quand même qu'il avait justement dit des choses qui, moi, allaient, à mon avis, dans le bon sens. Pas tout, mais quand il disait, par exemple, que l'OTAN était une structure obsolète, maintenant, il semble avoir changé complètement de pied. Quand il disait qu'il fallait se rapprocher de la Russie, maintenant, il a pris le sens contraire. Quand il disait que la Syrie, il voulait aller, et qu'il avait l'air de considérer, voici encore quelques semaines, quelques jours même, qu'il fallait quand même tenir compte du président Assad. Maintenant, on a l'impression qu'il a été repris en main, en fait, par les cercles du pouvoir washingtonien. Le pouvoir aux États-Unis est très diffus et il ne réside pas du tout à la Maison-Blanche uniquement. Donc maintenant, moi, je ne sais pas ce qui s'est passé en Syrie. Je suis comme tout le monde. Mais ce que je sais en tout cas, c'est que on ne peut pas conclure hâtivement qu'il s'agit d'un bombardement chimique parce que on a quand même l'expérience antérieure. Rappelez-vous les armes de destruction massive en Irak en 2003 de Saddam Hussein. En fait, il n'y en a jamais eu des armes de destruction massive. Rappelez-vous l'affaire du massacre de la Ghouta au gaz sarin en 2013 en Syrie. D'après tout, ça reste encore peu clair, mais d'après les dernières études qui ont été faites, en particulier celle du MIT, donc de l'université de Harvard, avec des chercheurs américains qui ont mis en jeu le prestige du Massachusetts Institute of Technology, il semble que ce gaz sarin de la Ghouta, en fait, soit provenu des rebelles et non pas des troupes gouvernementales. Alors, je suis pas là du tout. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais ce que je sais, c'est que pour l'instant, personne ne le sait. Et tant qu'on n'a pas une enquête approfondie, faite par des experts indépendants sous un cadre onusien, il est extrêmement imprudent de sauter aux conclusions. Et puis, j'ajoute qu'il y a une chose qui est certaine, c'est que l'intervention militaire américaine, ça, c'est totalement illégal au regard du droit international. Parce que quand bien même serait-il prouvé que c'est Bachar el-Assad et les troupes gouvernementales qui auraient procédé à ce bombardement, que même dans ce cas-là, les États-Unis d'Amérique n'ont pas le droit d'intervenir. À ce moment-là, c'est l'Organisation des Nations Unies et le Conseil de sécurité dans le cadre du chapitre 7 de la Charte. Autre question d'actualité, François Asselineau. Marine Le Pen a déclaré que la France n'était pas responsable de la rafle du Veldiv. Vous qui êtes féru d'histoire, qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration ? Je suis féru
d'histoire, mais je suis aussi un responsable politique. Je pense que cette déclaration de Madame Le Pen est totalement irresponsable parce que Madame Le Pen, sans doute pour faire le buzz, sans doute parce qu'elle mesure que sa campagne patine, parce que à mon avis, Madame Le Pen ne va pas faire le score que l'on annonce. Monsieur Macron non plus, d'ailleurs. Je pense qu'on va avoir des surprises le soir du premier tour, et je pense honnêtement que je serai l'une de ces surprises. Madame Le Pen, elle a sans doute voulu faire un buzz, ou alors elle est totalement, elle manque complètement d'expérience. C'est des sujets extrêmement délicats et douloureux. Il y a deux visions de l'histoire qui s'opposent sur cette question. Il y a la vision gaulliste traditionnelle, qui avait été partagée d'ailleurs par les successeurs de Charles de Gaulle, par Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand, qui consiste à dire que la légitimité de la France s'était réfugiée à Londres. Voilà. Et donc que certes des actes infâmes, des actes criminels et contraires, des crimes contre l'humanité ont été commis en France, mais que ça n'était pas la France légitime, que c'était une France sous occupation. Donc ça, c'est la version gaulienne. Et puis il y a une autre version des choses qui s'est un peu imposée, notamment depuis que Jacques Chirac avait fait cet acte de reconnaissance, qui consiste à dire que c'était quand même des services de police et des services de l'État qui avaient participé à ces exactions abominables. Voilà, moi je trouve que le président de la République, d'après notre Constitution, doit être l'arbitre. C'est marqué, c'est l'article 5. Il exerce par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la continuité de l'État. Madame Le Pen, avec ce genre de prise de position, comment dirais-je, polémique, diviseuse, c'est pas bien. Voilà. De même que lorsqu'elle fait des déclarations contre les musulmans, contre ci, contre ça. Moi, j'essaie de rassembler tout le monde. Je ne fais pas de déclarations qui peuvent être, si peu que ce soit, perçues comme islamophobes, antisémites, homophobes, etc., etc. C'est pas le moment. La France, elle est en train de s'enfoncer dans le désastre. Il faut absolument qu'on rassemble tous les Français de bonne volonté, quelles que soient leurs opinions politiques, quelles que soient leurs origines ethniques, quelles que soient leurs convictions religieuses, y compris ceux qui n'ont pas de convictions religieuses d'ailleurs, pour rassembler, pour reprendre notre indépendance nationale, notre souveraineté nationale. François Asselineau, vous venez de dire que la France était en train de s'enfoncer dans le désastre. Il y a quelques mois, vous étiez venu à ce micro pour nous dire que vous seriez candidat à l'élection présidentielle. Vous avez obtenu vos parrainages. Vous êtes à égalité de temps de parole à partir de ce lundi sur les chaînes de télévision et de radio. Pour vous, c'est quoi l'enjeu de ce scrutin ? Honnêtement, l'enjeu de ce scrutin, il est clair. Si les Français élisent un candidat qui fait rester la France dans l'Union européenne, c'est-à-dire 10 sur les 11 candidats, parce que ne vous y trompez pas, Madame Le Pen, Monsieur Dupont-Aignan, Monsieur Cheminade, Monsieur Mélenchon, ils critiquent tous l'Union européenne, mais ils ne proposent pas d'en sortir. Madame Le Pen en particulier, on me dit souvent, elle dit la même chose que vous, pas du tout. D'abord, c'est un parti d'extrême droite, mais deuxièmement, Madame Le Pen, aux dernières nouvelles, elle sortira peut-être de l'euro, mais elle attend maintenant, aux dernières nouvelles, c'est les élections italiennes qui ont lieu en 2018, donc ça reporte à 2018. Madame Le Pen, elle veut, comme Monsieur Mélenchon, renégocier les traités européens. Or, j'explique que oui, formellement, on peut renégocier les traités européens, mais concrètement, pratiquement, ce sera absolument impossible de modifier substantiellement les traités européens dans le sens unique que veut la France. Donc, en gros, il y a 10 candidats sur 11 qui proposent aux Français de rester dans la situation actuelle. Et moi, je dis que si on reste dans l'Union européenne, on est obligé d'appliquer le rapport sur les grandes orientations de politique économique que la Commission européenne publie chaque année, en vertu d'un article, à l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui postule que pour maintenir la survie de la monnaie européenne, de l'euro, il faut avoir une convergence des politiques économiques et sociales. Or, il se trouve que nos parents, nos grands-parents se sont battus pour qu'on ait des acquis sociaux importants. Moi, je me rappelle, mon grand-père me disait quand j'avais 6 ans, 7 ans, il disait, tu as de la chance, tu auras une plus belle vie que nous. Nous, on est en France, parmi les 28 pays de l'Union européenne, parmi ceux qui avons les plus grands avantages sociaux. Le SMIC le plus élevé ou l'un des plus élevés. Bon. Eh ben, si on va vers une convergence, il n'y a pas de mystère. Ça veut dire qu'il va falloir démolir le SMIC. Ça veut dire qu'il va falloir démolir les acquis sociaux, précariser toutes les professions réglementées. Et c'est exactement ce qui est demandé par la Commission. Donc moi, je dis que les Français doivent bien mesurer la situation.
s'ils se laissent encore une fois embobiner par les promesses d'une autre Europe, des promesses, etc., qui sont incompatibles avec les traités, dans 6 mois, ils se mordront les doigts et ils se diront « on a encore été enfumé par des bonimenteurs ». Et moi, je suis le seul candidat du Frexit, c'est-à-dire le seul qui dit « si je suis élu, dès que je prends mes fonctions, je lance la procédure de sortie de l'Union européenne par l'article 50, ce que les Britanniques ont d'ailleurs lancé il y a quelques jours. » Alors François Asselineau, lors du débat à 11 sur CNews et BFM TV, les Français ont découvert votre parfaite connaissance de la Constitution française, des règles européennes et des proverbes chinois. Cette campagne, pour vous, c'est un moment de pédagogie pour les Français ? Je crois que oui. Moi, ce que je vois, c'est qu'on a essayé de me brocarder. Il y a des humoristes qui m'ont un petit peu brocardé sur le fait que je citais les articles des traités et de la Constitution. Eh bien, je persiste et je signe. Et en fait, ça me vaut finalement beaucoup d'intérêt. Parce que, d'abord, je vais reciter un article, j'en parlais tout à l'heure, c'est l'article 5 de la Constitution qui dit « Le président de la République veille au respect de la Constitution ». C'est son devoir numéro 1. Alors, le moins que l'on puisse attendre de lui, c'est qu'il la connaisse. Bon. Et après, il est précisé que le président de la République est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités. Le moins que l'on puisse dire, qu'on puisse attendre de lui, c'est qu'il connaisse les traités. J'étais ce matin sur France Inter, et il y avait la journaliste qui me parlait un petit peu de ça, et je lui dis, mais attendez, vous n'allez quand même pas me reprocher de connaître les dossiers. C'est un peu comme si vous montiez dans un avion. Si vous montez dans un avion, vous préférez quand même que le commandant de bord sache piloter l'avion, connaisse le fonctionnement des manettes et connaisse le mode d'emploi de l'appareil, plutôt que de donner ça à quelqu'un qui est un novice, qui n'y connaît rien et qui va monter à bord. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, vous avez remarqué que dans ce débat, moi, j'étais sur place, bien entendu, et puis il y avait un certain nombre de personnes avec moi. Quand je prenais la parole, je n'ai jamais été contredit, et il y avait un silence de cathédrale parce que les autres ont peur, je pense, de moi, et ont peur de mes analyses. Et d'ailleurs, vous avez noté qu'il n'y aura pas de deuxième débat. Voilà. Pourtant, si vous savez ce qui est en train de se passer, c'est dingue. C'est-à-dire que sur France 2, il va y avoir tout le monde, tous les candidats, qui vont passer à la queue leu-leu, qui seront interviewés 15 minutes, mais il n'y aura pas de débat entre eux. Et pourquoi ça ? Réfléchissez bien, c'est parce qu'ils ont peur. C'est parce que les prétendus grands candidats ont peur de se confronter à quelqu'un comme moi, peut-être aussi d'ailleurs avec Monsieur Poutou qui a volé dans les plumes et qui mettait mal à l'aise Monsieur Mélenchon, peut-être aussi avec Jean Lassalle qui a fait preuve d'une certaine faconde, qui a pu mettre mal à l'aise Monsieur Fillon, etc. Mais fondamentalement, je crois qu'ils ont peur. Ce sont des aristocrates qui ne veulent pas être confrontés à la réalité de l'offre politique qui est faite par les 11 candidats. Moi, je suis désolé, chaque candidat a la même légitimité puisqu'il n'y a pas l'article 7 de la Constitution ne fait pas la différence entre les candidats. Nous avons tous la même légitimité puisque nous avons tous obtenu au moins 500 parrainages de détenteurs de pouvoir de signature, c'est-à-dire d'élus du peuple. C'est votre première campagne présidentielle. Qu'est-ce que ça a changé pour votre parti, l'UPR, et comment vous vivez cette campagne, puisque ça fait longtemps que vous souhaitez participer à cette élection présidentielle? J'ai fait l'objet d'une injustice criante. Le mouvement politique que j'ai créé le 25 mars 2007, le jour du 50e anniversaire, il a maintenant dépassé les 10 ans. Soit dit en passant, d'ailleurs, nous avons organisé le 10e anniversaire à Paris, porte de la Villette. On a eu 6500 personnes qui sont venues. Tout ça, tout est en ligne sur Internet. Dans une atmosphère, non seulement il y avait un monde fou, mais en plus de ça, il y avait une ferveur. Et les journalistes qui sont venus ont été stupéfaits de constater le mouvement, l'ampleur qu'avait prise le mouvement que j'ai créé. Nous avons été victimes d'une grande injustice parce que pendant les 10 ans, pendant disons 9 ans, 11 mois et 15 jours, on n'a quasiment jamais été invité dans des grands médias à quelques rarissimes exceptions près. Il y a des médias de la bande FM et je tiens à vous saluer Radio Orient parce que vous avez fait partie de ces valeureux médias un petit peu de la bande FM ou d'internet qui ont fait vivre un petit peu la démocratie en France, mais les grands médias ne l'ont pas fait. Alors maintenant que je suis candidat à l'élection présidentielle et notamment depuis le débat de l'autre jour, la notoriété du mouvement est en croissance verticale et je suis abordé, c'est très impressionnant d'être abordé constamment dans la rue par les gens.
À la différence de Madame Le Pen ou de Monsieur Fillon ou de Monsieur Valls, qui se ramassent soit des injures, soit des sacs de farine, soit des baffes, comme Monsieur Valls, moi, tous les gens qui m'abordent sont toujours très gentils et me disent tous, énormément de gens veulent être pris en photo ou me demandent et me disent continuez. Ça veut dire que je pense. Et je suis pas un fanfaron. Je pense que nous allons faire un score nettement supérieur au score qui nous est donné par les sondages, qui est quasiment infime. Je pense qu'on va faire un score qui va surprendre le soir du premier tour. Vous pensez que les sondages actuellement, en ce qui vous concerne, mais en ce qui concerne les autres candidats, ne sont pas le reflet de ce qui va se passer le 23 avril au soir? Oui, j'en suis tout à fait convaincu. D'ailleurs, quand on parle des sondages, on évoque les sondages, en fait, de 5 instituts, dont, si j'ai bien compris, les propriétaires de ces 5 instituts ont tous les 5 appelé à voter pour Macron. C'est quand même un mélange des genres qui est un peu suspect. Vous n'accusez pas ces instituts de sondage de truquer les sondages. Écoutez, je ne sais pas. Moi, ce que j'observe, c'est que ces sondages donnent à Monsieur Macron des scores qui me paraissent tout à fait extravagants, parce que je suis comme tout le monde. J'ai des oreilles, je parle, j'écoute les gens. Je ne pense pas du tout que Monsieur Macron rallie actuellement un électeur sur 4. D'ailleurs, je suis pas le seul à le penser. J'ai rencontré des journalistes dans divers milieux qui, toutes portes fermées, sont les premiers à hausser les épaules. En revanche, ce que je vois, moi, c'est qu'il y a des sondages sur Internet. Alors certes, ils ne sont pas estampillés par des instituts. Peut-être y a-t-il des biais méthodologiques, sans doute. Mais enfin, dans les sondages officiels, vous savez qu'ils procèdent à des redressements dont nul n'ignore la teneur, et puis en général ils sont fondés sur 1 millier de personnes. Moi je vois qu'il y a des sondages sur Internet où il y a 8 000, 10 000, 15 000, 20 000 personnes qui s'expriment, et sur ces sondages, et quand j'y figure, je fais des scores qui n'ont rien à voir avec les sondages qui sont prétendument officiels. Alors François Asselineau, actuellement, quels sont les secteurs où la France applique directement les directives de l'Union européenne, et quels sont les secteurs où la souveraineté française est totale? Le secteur où la souveraineté française est totale, il y en a plus beaucoup. Disons, en matière monétaire, budgétaire, fiscale, économique, tout ça dépend à la fois de la Commission européenne et de la Banque centrale européenne à Francfort. En matière diplomatique et militaire, nous sommes placés, du fait de l'article 42 du traité de l'Union européenne, sous la tutelle, c'est pas marqué exactement sous la tutelle, mais ça revient à ça, sous la tutelle de l'OTAN. On voit bien d'ailleurs que notre diplomatie est aux antipodes de ce qu'elle fut du temps de Charles de Gaulle. On est devenu les supplétifs des États-Unis. On est devenu un pays satellite des États-Unis. Alors, bien sûr, il reste des secteurs résiduels où on a la possibilité d'agir en fonction de ce que l'on souhaite. Par exemple, je sais pas, un ministre de la Culture va pouvoir accorder telle ou telle subvention à tel ou tel truc. En matière d'enseignement, on a encore des possibilités en matière de réforme de l'éducation, mais de plus en plus les choses sont contraintes. Votre question m'amène d'ailleurs à attirer l'attention des auditeurs sur quelque chose que je crois très très important. On confond dans les grands médias, et la plupart des dirigeants politiques et notamment des candidats confondent 2 choses qui n'ont rien à voir. L'élection présidentielle, dont nous venons entrer en campagne officielle, et les élections législatives, dont la campagne officielle commencera après l'élection présidentielle, après le 2e tour. C'est la raison pour laquelle votre programme contient un programme législatif, en plus du programme présidentiel. Voilà, parce que le président de la République, je l'ai égrené tout à l'heure, je vais pas recommencer, mais le président de la République, il a des pouvoirs très particuliers en France. Il n'est pas la même chose que le Premier ministre. Ça n'a rien à voir avec les États-Unis, où il n'y a pas de Premier ministre et où les Américains élisent, d'ailleurs, avec un système assez bizarre, comme vous le savez, avec ce système des grands électeurs, mais les Américains élisent un président des États-Unis qui est le chef de l'exécutif, qui est un peu l'équivalent du Premier ministre. Nous, on élit un président de la République qui, comme l'avait dit Charles de Gaulle, doit être l'homme en charge de l'essentiel. Je crois qu'il avait écrit ça dans le fil de l'épée. Il avait précisé sa pensée dans le discours de Bayeux de 1946. Donc le président de la République en France, il est l'arbitre au-dessus des partis politiques. Ça doit donc être quelqu'un de pondéré, au-dessus du clivage droite-gauche. Deuxièmement, il doit être le garant de l'indépendance nationale, du respect des traités, du respect de la Constitution. Et puis, en vertu des articles 14 et 15, il est le chef de la diplomatie et le chef des armées. Mais normalement,
Le programme législatif, c'est-à-dire les questions en matière d'économie, de santé, d'éducation, de sécurité, d'agriculture, d'industrie, c'est fondamentalement un programme législatif qui relève du Premier ministre et donc de la majorité gouvernementale. Alors je sais bien quelles sont les attentes de mes concitoyens et c'est la raison pour laquelle je présente des mesures dans tous les domaines, y compris dans le domaine législatif. Mais moi, j'ai la précaution de bien préciser ce qui relève de l'un et de l'autre. J'observe que les autres candidats en fait, ont des programmes législatifs, mais n'ont pas de programme présidentiel. Quel est le programme de M. Fillon, de M. Hamon, de M. Macron, par exemple, pour garantir l'indépendance nationale? Moi, je me demande, je ne sais pas. L'invité de Pluriel est François Asselineau, candidat de l'UPR à l'élection présidentielle. On se retrouve dans quelques instants. Pluriel, animé par Loïc Barrière. Retour sur le plateau de Pluriel avec François Asselineau, candidat de l'UPR à l'élection présidentielle. Avant la pause, on parlait de votre programme qui contient un volet législatif. L'UPR présentera des candidats aux élections législatives? Oui, tout à fait. Vous savez qu'il y a 577 circonscriptions en France et en Outre-mer. J'ai bon espoir de présenter à peu près 577 candidats. Je dis à peu près parce qu'il peut se trouver tel ou tel cas tout à fait particulier où on aura peut-être des difficultés, mais en gros, on aura au minimum, je crois qu'on a déjà accordé en interne déjà plus de 380 ou 400 investitures, et donc le reste va venir. On aura des candidats partout. Alors vous êtes donc le candidat du Frexit. Est-ce que la sortie de la France de l'Union européenne entraînera la fin de l'Union européenne? Ah, ça, je n'en sais rien. C'est possible, en tout cas, qu'elle sera mal en point après. Mais vous savez que c'est un phénomène qui est en train de se produire dans toute l'Europe. Moi, il se trouve que je propose aux Français depuis 10 ans la sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Ne l'oublions pas. Parce que là aussi, Madame Le Pen, par exemple, Monsieur Dupont-Aignan, propose absolument ni l'un ni l'autre, et notamment pas la sortie de l'OTAN. Donc, si la France sort de l'Union européenne, effectivement, je pense qu'il y aura des problèmes ailleurs. Mais il y a un cabinet d'intelligence économique, le plus grand cabinet d'intelligence économique des États-Unis, ou pratiquement mondial, qui s'appelle Stratford, qui a publié au début de cette année, en janvier 2017, une étude d'où il ressort qu'ils estiment que maintenant l'Union européenne va fatalement exploser. Moi, je dis ça depuis 10 ans. 10 ans après, c'est un cabinet d'intelligence économique. Mais vous comprenez que parler de l'explosion de l'Union européenne, ça peut inquiéter aussi. Oui, je comprends que ça peut inquiéter, et c'est la raison pour laquelle j'insiste toujours sur plusieurs éléments. D'abord, la sortie se fera calmement, sereinement, par l'article 50, comme les Britanniques le font. Deuxièmement, nous n'allons pas nous couper du reste du monde. La France, elle est reliée au reste du monde par 6653 traités bilatéraux ou multilatéraux. Et sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, ça fait sortir la France de 3 traités. Le traité de l'Union européenne, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et le traité de l'Atlantique Nord. Resteront donc 6650 traités. La France, elle conservera ses 165 ambassades à l'étranger et ses 145 consulats. Elle restera membre de l'Organisation des Nations Unies, de l'UNESCO, du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, de l'Organisation mondiale de la santé, de l'Organisation mondiale du commerce, du traité sur le droit de la mer, etc., etc. Donc, il faut bien comprendre, et ça c'est vrai des autres pays d'Europe, qu'il y a une vie après l'Union européenne. Il y a d'ailleurs un organisme dont nous ne sortirons pas, qui est le Conseil de l'Europe, qui est une espèce d'ONU régionale. Et rien que, par exemple, avec l'Allemagne, nous resterons liés à l'Allemagne par 343 traités. Il n'est pas question pour vous de reconstruire une autre Union européenne une fois qu'on en est sorti, une Union européenne construite sur de nouvelles bases? Non, parce que je pense que ça, c'est une fausse fenêtre. D'abord, si l'Europe est comme elle est, c'est pas par inadvertance. C'est pas parce qu'on s'est trompé de chemin. C'est parce qu'elle est la sédimentation depuis 60 ans d'intérêts nationaux divergents, avec 6, puis 9,
9, puis 10, puis 12, puis 15, puis 25, puis 27, puis 28 États. Et chaque pays nouveau apporte ses propres préoccupations, sa propre géopolitique, ses propres intérêts, et c'est devenu une impasse totale. Donc moi, je ne vais pas sortir de l'Union européenne pour y rentrer. Ça, on aboutirait au même résultat. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voudrais dire, qui me paraît très très important, et que je dis partout, et à fortiori à Radio Orient, c'est que si vous y réfléchissez bien, la construction européenne, c'est une idée anachronique. C'est une idée qui remonte au 19e siècle. C'était les États-Unis d'Europe de Victor Hugo, et qui remonte même à beaucoup plus loin. En réalité, si vous y réfléchissez bien, c'est en fait un apartheid planétaire qui ne dit pas son nom, où le monde blanc et chrétien serait prié de fusionner pour faire face aux barbares, c'est-à-dire pour s'opposer au monde musulman, aux Russes, aux Chinois, etc., etc. Il y a une idée sous-jacente à la construction européenne, c'est l'idée de peur des autres civilisations. Et d'ailleurs, les néoconservateurs américains l'exploitent largement puisqu'ils ont défendu avec Samuel Huntington l'idée du choc des civilisations. Eh bien, moi, j'ai dit qu'au 3e millénaire, ça n'est plus possible. On ne peut plus faire le distinguo entre les peuples. Il n'y a pas des peuples torchons et des peuples serviettes. Il n'y a pas des peuples dont on serait naturellement les alliés parce qu'ils seraient blancs et chrétiens. Par exemple, les Lettons, les Lituaniens, les Finlandais. J'ai rien contre ces peuples, mais c'est des peuples avec lesquels nous n'avons pas de lien particulier, alors que nous avons des liens avec le Liban, la Syrie, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, Haïti, le Québec, Madagascar, le Vietnam, le Cambodge, le Cameroun, le Congo, etc., etc., qui sont sans commune mesure. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ça a surpris les journalistes. Mais vous avez les candidats qui se présentent à l'élection présidentielle, ils parlent presque tous avec le drapeau bleu-blanc-rouge flanqué du drapeau européen, qui est le drapeau bleu aux étoiles d'or, qui en fait est un drapeau, c'est la Vierge de l'Apocalypse de Jean, vous savez, c'est un drapeau qui est tout sauf laïque. Et puis Madame Le Pen, elle parle devant le drapeau bleu-blanc-rouge. Eh ben moi, je parle devant le drapeau bleu-blanc-rouge, comme tout le monde, puisque c'est le drapeau de notre République, mais je flanque ce drapeau, et je suis le seul candidat à le faire, de deux autres drapeaux. Le drapeau de l'Organisation des Nations Unies, parce que moi je ne veux pas refermer la France sur elle-même, je veux la rouvrir sur l'univers, exactement comme du temps de Charles de Gaulle, et je veux que la France essaie de réhabiliter l'Organisation des Nations Unies, qui doit être l'instance légitime pour tous les peuples du monde. Moi je ne veux pas que l'OTAN soit le gendarme du monde, je veux que l'ensemble des peuples du monde participent à l'élaboration d'un ordre international, parce que c'est la seule façon pacifique d'assurer la paix dans le monde. Et puis, l'autre drapeau, c'est le drapeau de l'Organisation internationale de la francophonie, parce que le grand trésor de la France et des pays de la francophonie, c'est qu'ils partagent la même langue. La langue française est en très forte croissance au niveau planétaire. Il n'y a que sur le continent européen que la langue française diminue du fait de l'envahissement de l'anglo-américain, du fait justement de l'Union européenne qui nous place sous la tutelle américaine. Mais une fois sortis de la France de l'Union européenne, eh bien nous n'allons pas nous refermer sur nous-mêmes. On va rouvrir la France sur l'universel et on donnera une priorité réelle à nos partenaires de la francophonie, en particulier du Maghreb, du Levant et d'Afrique. Et là, il y a un vrai trésor en commun pour le XXIe siècle. Alors justement, vous voulez faire de la francophonie une référence culturelle commune mondiale. C'est inscrit en toutes lettres dans votre programme. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que la langue française regagne du terrain? Est-ce qu'il faut ouvrir des écoles à l'étranger? Mais vous savez, en fait, la langue française, elle gagne énormément de terrain en ce moment. Il y avait, je crois, quelque chose comme ça. Mais ça n'est pas vraiment grâce à la France. Non, il y avait 135 millions de francophones, d'après les données de l'Organisation internationale de la francophonie. Il y avait 135 millions de francophones en 1990. On est arrivé à 274 millions. La langue française se développe en ce moment à toute allure en Afrique, et notamment en Afrique subsaharienne et aussi en Asie du Sud-Est, mais surtout en Afrique. On estime, selon l'OIF, qu'il pourrait y avoir 767 millions de francophones en 2060 dans une langue qui sera devenue à 90% une langue africaine. Et pourquoi? Parce que dans tous les pays d'Afrique, c'est vrai du Maghreb, du Sahel, de l'Afrique subsaharienne, ce sont des pays qui sont entrés dans la voie du développement, ce sont encore des pays qui ont une forte natalité, et les jeunes, ils font comme les jeunes du monde entier, ils vont sur Internet, et sur Internet, la langue française, selon les sites Google, Yahoo, eBay, etc., on est déjà la 3e, 4e ou 5e langue mondiale. Donc c'est une espèce de nature, c'est une espèce, comment dirais-je, de vitesse acquise par la langue française, par la démographie. Le drame,
c'est que c'est en France qu'on défend plus la langue française. Je me rappelle une fois, j'avais débattu sur Canal 23 au moment de la loi Fioraso, vous savez, cette loi qui introduit l'anglo-américain dans l'enseignement supérieur en France, et je me rappelle que j'avais été le seul à m'opposer à cette loi dans ce débat, avec l'appui de Calix Beyala, qui est une romancière camerounaise qui m'avait défendu bec et ongle et qui s'était adressée aux autres, notamment un président de l'université de Toulouse 3, je crois, en disant « Vous êtes des traîtres à votre propre langue ». Moi, je crois qu'on a vraiment un trésor en commun. Il n'y a pas que la langue, d'ailleurs. Ça va de pair avec les échanges familiaux, migratoires, culturels. Vous voulez créer un Erasmus francophone et remplacer l'UNESCO par un parlement de la francophonie. Je veux transférer l'UNESCO actuel, qui craque parce qu'il y a 145 États alors que le bâtiment de l'UNESCO à Paris est fait pour 50 États. Donc je propose que l'UNESCO, je proposerai ça aux membres de l'UNESCO, à tous les États membres, de les transférer au Parlement à Strasbourg. Parce que le Parlement à Strasbourg sera vidé. Et là, on a des installations énormes. Et l'installation sera extrêmement symbolique parce que ça sera la main tendue au monde germanique. Je veux aussi créer à Strasbourg un centre pour la concorde des civilisations. Parce que je suis un homme de paix. Et si on place l'UNESCO, les sciences, la culture, la paix, à la lisière de cette frontière terrible qui date du traité de Verdun de 843 entre le monde francophone, entre le monde de Charles le Chauve qui allait devenir le roi de France, l'ancêtre des rois de France, et le monde de Louis le Germanique, cette césure entre monde germanique et monde latin, ça sera un signe très fort. Et effectivement, puisque les locaux de l'UNESCO seront ainsi laissés vacants, je proposerai aux partenaires de la francophonie de créer un parlement permanent de la francophonie, et là ça sera à la taille des pays de la francophonie, en proposant à nos partenaires, si c'est possible, moi je ne force personne, mais si c'est possible, qu'on essaie de bâtir ensemble des positions communes, par exemple sur la réforme du système financier international, par exemple sur la réforme des échanges nord-sud pour qu'ils soient moins inégalitaires, par exemple sur des positions communes sur la paix au Moyen-Orient, sur la paix en Afrique, notamment la situation, on parle toujours de la Syrie, on parle jamais de ce qui se passe au Congo de l'Est, voilà. Et dans la mesure du possible, que la francophonie devienne une véritable force politique au niveau planétaire, et à ce moment-là, la France mettra à la disposition de ces mesures qui auront été définies en concertation le poids de notre siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors, je continue à parler de votre programme. Que ferez-vous pour garantir des services publics sur tout le territoire? Alors, moi, parce que je veux que la France reste la France. C'est une belle parole de Gaulle qui s'adressait avant tout à toutes celles et tous ceux qui veulent que la France reste la France. La France, c'est pas les États-Unis. Voilà. Moi j'ai des amis américains, mais les anglo-saxons ne sont pas comme nous. Les anglo-saxons, les Américains, le peuple américain s'est créé par rejet de la vieille Europe, rejet des États d'Europe, la volonté du mythe du self-made man qui débarquait dans un territoire, d'ailleurs en assassinant largement les populations autochtones, pour se tailler des territoires et faire fortune. Aux États-Unis, quelqu'un qui est très riche, c'est qu'il l'a mérité. Et quelqu'un qui est très pauvre, c'est qu'il l'a mérité aussi. Voilà. J'exagère à peine. En France, on n'est pas comme ça. Nous, on est les héritiers d'un vieux peuple, une vieille histoire. Et vous savez que en 1260, Louis IX, roi de France, qui était épris d'idéaux évangéliques, c'était sa mère, la Blanche de Castille, qui l'avait éduqué dans une foi ardente. On est au milieu du XIIIe siècle. Louis IX crée pour la première fois dans notre histoire un hôpital qui s'appelle l'hôpital des 15-20. Ça veut dire 300, 15 fois 20, 300, parce qu'il y avait 300 lits pour des aveugles et qui étaient logés, soignés sur la bourse du roi, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire sur la bourse du roi, c'est-à-dire sur le trésor public. Et Louis IX, au même moment d'ailleurs, rendait la justice sous son chêne à Vincennes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour la première fois dans notre histoire, on avait un chef d'État qui faisait venir éventuellement, lorsqu'il y avait un litige, un grand seigneur et puis un paysan. Il écoutait l'un et l'autre et si nécessaire, il disait au greffier, c'est le paysan qui a raison, toi, le grand seigneur, je vais t'envoyer en prison. Et les Français, ça remonte il y a longtemps, c'était il y a 750 ans, ils ont découvert à cette occasion ce qu'ils attendent d'un chef d'État. Ils attendent du chef de l'État en France qu'il assure la justice et l'égalité sociale entre les Français et qu'il les défende contre les grandes féodalités de leur époque. Alors, à l'époque de Louis IX, c'était peut-être, le comte de Charolais. À l'époque de Louis XI, c'était le duc de Bourgogne. À l'époque de Louis XIV, c'était le prince de Condé ou le prince de Conti ou le grand Condé. À l'époque de Charles de Gaulle déjà, c'était les grands partis politiques et c'était déjà les grandes oligarchies financières.
à notre époque ce que veulent les Français, je le crois très profondément, et ça transcende le clivage droite-gauche, qu'il soit de droite, du centre ou de gauche. Les Français, ils veulent un chef d'État qui assure la justice et l'égalité sociale entre les Français et donc les grands services publics. C'est pour ça que je propose, dans mon programme, d'inscrire dans la Constitution, pour que ça soit intangible, le principe de la sécurité sociale pour tous, le principe des retraites par répartition, le principe des quelques grands services publics à la française, non privatisables par nature, qui seront EDF, GDF, la SNCF, la Poste, les réseaux d'adduction d'eau, les routes et les sociétés d'autoroutes, TF1, TDF et toute banque bénéficiaire de fonds publics. On renationalise toutes ces entreprises qui sont pour la grande majorité d'entre elles très largement encore sous coupe nationale. Mais EDF, qui se comportent souvent comme des entreprises privées. Oui, parce que ça, c'est un article. Je suis désolé, je vais encore citer mes articles, mais c'est ça qui fait peur aux autres candidats. Parce que les autres candidats, ils font des promesses en l'air qu'ils ne pourront pas tenir. Moi, je connais les traités. C'est d'ailleurs le devoir du président de la République. Et donc, moi, je cite, il y a un article, qui est l'article 106 du traité de l'Union européenne, qui impose la mise en concurrence des services publics. Et comme on met en concurrence la SNCF, par exemple, avec les fameux autocars Macron, etc., que l'on passe notre temps à diminuer les dotations publiques aux grands services publics, eh bien les services publics, progressivement, et puis c'est dans l'air du temps, se calquent sur une mode de gestion privée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ferme les services publics en zone rurale, qu'on ferme les lignes, que bientôt la SNCF, ça sera plus que des lignes de TGV. Et ce faisant, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, c'est tout un truc en cascade. Si vous fermez les écoles, si vous fermez des hôpitaux locaux, etc., ça va accélérer la désertification rurale. Comme par ailleurs, on a une politique qui met en choc frontal des agriculteurs avec des agriculteurs d'autres pays de l'Union européenne où il n'y a pas de SMIC horaire, le nombre d'agriculteurs diminue. Comme le nombre d'agriculteurs diminue, comme les services publics en zone rurale diminuent, les médecins ne veulent plus y aller. On assiste donc à la désertification médicale. Tout ceci, c'est une espèce de cercle vicieux qui s'engrange. On va aller vers quoi? On veut vraiment que dans 20 ans, les campagnes françaises soient totalement vides. On veut vraiment qu'il y ait des agriculteurs, des anciens agriculteurs et plein de gens qui se soient massés dans des grandes banlieues anonymes à l'américaine, avec le développement de la criminalité ou des incivilités que cela suppose. Moi, la réponse est non. Je veux que la France conserve, comment dirais-je, son art de vivre, son identité nationale. Moi, je veux qu'il y ait encore, dans 20 ans, dans 30 ans, au moins un demi-million d'agriculteurs familiaux, également des pêcheurs. Je veux qu'il y ait encore une vie de village. Je veux m'opposer aussi à la fusion forcée des communes, parce que actuellement, on assiste à la fusion forcée des communes, à la création de grandes régions, parce que ça, c'est encore un autre aspect des choses que je suis le seul à évoquer. C'est la politique des eurorégions qui vise rien moins qu'à démantibuler les grands États-nations pour avoir, à horizon de 20 ou 30 ans, des États-Unis d'Europe qui ne seraient plus constitués de la France, de l'Espagne, de l'Italie, mais qui seraient constitués dans les rêves les plus fous de ces dépeceurs, de par exemple la Bretagne, l'Occitanie, la Catalogne, le Pays Basque, les Flandres belges, ex-belges, l'Écosse, etc. On voit se développer à travers tout le continent des montées d'indépendantisme bidon dans le cadre de l'Union européenne. En réalité, si ça se produisait, ce serait la fin de notre pays, la fin de la solidarité nationale et la victoire en réalité de l'oligarchie financière qui se cache derrière tout ça. François Asselineau, qu'est-ce que vous proposez dans le domaine de l'éducation? J'ai vu que vous vouliez créer un CAPES informatique, notamment. Oui, entre autres choses. Alors ça fait partie typiquement des mesures de nature législative. C'est pas d'une nature président de la République. En matière, si on veut prendre la hauteur de vue du chef de l'État, les grandes orientations qu'il devra fixer, c'est fondamentalement, enfin j'y tiens beaucoup, parce que je suis le bénéficiaire de ça en fait, c'est rétablir l'école républicaine. C'est-à-dire l'ascension au mérite. Vous savez, moi je ne suis pas né de la cuisse de Jupiter, j'avais des arrière-grands-parents qui étaient des pauvres paysans, mes grands-parents sont venus des quatre coins de France au début du XXe siècle, mon père était le premier de la famille, il était fils unique à avoir le bac en 1950, ce qui était très difficile. Ensuite il a eu des instituteurs, des professeurs qui l'ont poussé, il a réussi le concours de l'École centrale de Paris. Moi j'ai été élevé dans cet univers. Moi, je suis effondré de constater qu'il y avait 32% d'enfants d'ouvriers
à l'école polytechnique en 1950. Maintenant, je crois qu'il y a 2 à 5%. Ça veut dire que plus on démolit l'école républicaine et plus en fait on favorise la reproduction sociale, et ceci au détriment justement des catégories populaires et aussi des enfants issus de l'immigration. Moi, je veux que tout le monde soit à égalité. Ça nécessite de renforcer l'exigence de l'école. Ça nécessite qu'on arrête les expérimentations vaseuses dans lesquelles on s'est perdu depuis des décennies. Il n'est pas normal qu'entrant au collège, il y ait 40% des enfants qui aient des difficultés de lecture et d'écriture. Ça n'est pas normal. Je veux qu'on insiste sur les grands savoirs fondamentaux, lecture, écriture, mathématiques, connaissance de l'histoire de son propre pays, en réhabilitant d'ailleurs la chronologie, et puis aussi géographie et aussi ouverture sur le monde. Parce que ça, c'est quelque chose qui m'est également très cher. Pas seulement à l'école d'ailleurs, mais dans les grands médias, et notamment dans TF1 renationalisé. Je veux que l'on ouvre l'esprit des Français, d'abord sur leur propre patrimoine, que l'on tend à perdre de vue, le propre patrimoine culturel de la France. C'est pas normal que des jeunes Français, quelles que soient leurs origines, y compris des jeunes issus de l'immigration, n'aient jamais eu l'occasion de voir à la télévision en 20 ans une pièce de Molière ou une pièce de Feydeau, ou un vieux film des années 30, c'est pas normal. Mais je veux aussi qu'on ouvre les gens, nos compatriotes, et je sais qu'ils le demandent et qu'ils en seront ravis, sur les grandes civilisations du monde. Voilà, j'aimerais qu'il y ait par exemple une fois par mois à la télévision française, sur TF1, 20h, 20h30, une présentation des grandes civilisations de l'Inde, un grand film indien avec un débat qui serait grand public mais qui intéresserait passionnément les gens. Et puis un mois après, ça serait sur le Sénégal, un mois après sur la Russie, un mois après sur l'Égypte. Voilà, parce que je veux ouvrir l'esprit de mes concitoyens sur la beauté du monde d'aujourd'hui, et non pas sur le choc, mais sur la concorde des civilisations. Dernière question, François Asselineau. Qu'est-ce que vous ferez après le 23 avril si vous n'êtes pas élu président de la République? Alors, le 23 avril, pour que je sois élu, il faudrait que je sois élu au premier tour. Ce n'est pas impossible. Disons que la probabilité est quand même rare. Il n'y a jamais eu de président de la République. Donc, il y a un deuxième tour, effectivement. Alors, il y a un deuxième tour le 7 juin. Alors, d'abord, j'espère que je vais faire un score. Maintenant, si effectivement je n'étais pas là, mais on verra ce qui va se passer. D'abord, on ne sait pas exactement quels seront les résultats du premier tour. On verra la configuration des forces. En toute hypothèse, je crois que l'UPR est profondément en train de changer de nature. C'est un parti qui, pendant 10 ans, a été méprisé par l'oligarchie, tenu en lisière des grands médias. J'ai développé tout seul, avec de plus en plus de gens qui m'ont rallié par conviction, par honnêteté. C'est un mouvement honnête, c'est un mouvement sincère. C'est le seul mouvement politique d'envergure qui a 0 € d'emprunt bancaire, qui ne se fait financer que par ses adhérents et donateurs et militants. Et je pense qu'à partir de l'élection présidentielle, quel que soit le résultat, on va avoir changé de dimension et qu'on va aborder les élections législatives avec une dynamique tout à fait nouvelle. Je pense et j'espère que quel que soit le résultat, on va peser de plus en plus sur la vie politique française. Et vous savez, c'est une nouvelle vision du monde qu'on est en train d'apporter. Le monde de demain, c'est un monde où la France va retrouver sa place, une place heureuse, avec tous ses enfants, et un pays qui se rouvre sur l'ensemble des civilisations du monde, comme je le souhaite. Merci François Asselineau. Je rappelle que vous êtes candidat de l'UPR à l'élection présidentielle. Bonsoir. C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.